Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette première conférence, hein. J'espère vous réveiller un petit peu en ce jeudi matin. On va parler aujourd'hui de deux choses qui me semblent fondamentales en data. On va parler euh, pas que de la collecte de données, mais ce qu'il y a après, c'est-à-dire passer de la data, ce que moi je dis, passer de la data à la connaissance. Et je vais parler d'un concept que j'ai inventé, que j'ai créé il y a quelques années, qui s'appelle le visiteur utile. Mais d'abord, je vais juste me présenter. Alors, c'est à peu près les petits yeux que j'ai aujourd'hui. Je suis gérant de l'agence Apollo, donc on fait du SEO, du SEA, du data, notamment du data fixing, c'est-à-dire l'amélioration de la remontée de données, et de l'ASO, le référencement des applications. Je suis enseignant à l'Université de Strasbourg, à l'UT d'Agno, où a été mon cher Dan Bernier, que je vois également au fond de la salle, et au sein de certains organismes privés, SubDeweb, IUSA, IIM. J'aime l'astrophysique, lire des livres un peu trop sérieux, dire pardon aux meubles, très souvent quand je les bouscule, et faire croire que je suis tout à fait sain d'esprit. Je suis conférencier SEO à tendance Google Analytics et Success Story SEO, si vous avez regardé les quelques tweets que j'ai faits ces derniers jours. Alors aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'une phrase que m'a dit un de mes mentors en SEO, SEA, qui s'appelle Eric Kolmerschlag, qui travaillait chez Pulseo à l'époque. Et il m'a dit, il faut toujours que tu te limites, enfin, tu ne te dois jamais te limiter aux données que tu as devant tes yeux. Il faut que tu les transformes en connaissances. C'est le plus important aujourd'hui. Et effectivement, vous ne pouvez pas décemment en 2021 avoir juste un tableau Excel, une macro ou des matrices sur sur un logiciel R et ne pas initier une stratégie derrière grâce à ces chiffres. Et donc, Lord Kelvin, celui qui a inventé l'unité, le Kelvin, disait If you can't measure, you can't improve. Et en fait, moi, je transforme la phrase, c'est If you don't know how to measure, si vous ne savez pas comment mesurer, you can't sustain, c'est-à-dire vous ne pourrez pas pérenniser vos stratégies SEO, data, UX, etc. Et donc ça, il faut bien l'avoir en tête pour la suite de la conférence. Pour moi, quand on est devant de la donnée, il y a quatre questions essentielles, et j'allais dire même devant Google Analytics, il y a quatre questions essentielles que vous devez vous poser. La première, c'est est-ce que je connais vraiment le parcours de mon utilisateur? Alors ça, c'est simple, hein, quand vous allez sur Google Analytics, le GA, pas le GA4, hein, je ne vais pas parler de GA4, mais le Google Analytics, on va dire classique, vous avez ce fameux parcours utilisateur, ce fameux comportement utilisateur, parcours que vous voyez sur Analytics qui n'est pas très bien fait, qui n'est pas très ergonomique, et je pense, et vous allez voir un petit peu après, que vous devez construire votre propre parcours utilisateur à partir des données Google Analytics et non pas vous limiter à cela. Ai-je identifié mon persona principal, ma cible primaire et ma cible secondaire? Bien évidemment, sans cible, enfin c'est en deux mots, hein, bien évidemment, sans cible, vous ne pouvez absolument rien faire en SEO. Moi, je ne crois pas à un travail de recherche sémantique, d'intention, etc., sans passer par une étude du persona en amont. Pourquoi mon taux de rebond est tel qu'il est et comment l'améliorer? Bien évidemment, en fonction de vos types de sites, vous n'aurez pas le même taux de rebond, que vous soyez un site de médias, un site e-commerce, un site vitrine, etc. Donc ça, c'est aussi important d'analyser. Et enfin, la question que je pose dans cette conférence, c'est qui sont mes visiteurs utiles? Déjà, comment les identifier? Et comment je vais faire pour les fidéliser? Et même, question sous-jacente, comment je vais faire passer mes visiteurs que j'appelle néophytes, c'est-à-dire pas des visiteurs inutiles, des visiteurs néophytes, c'est-à-dire qui restent très peu sur votre site et qui sont apparemment pas intéressés par votre contenu, comment je fais pour les transformer en visiteurs utiles? Alors bien, il y avait un chiffre, mais c'est pas grave. Hop, on va supprimer d'abord le facteur chance. Moi, j'ai vu pas mal d'analystes de données qui passaient de la data à la connaissance de manière un peu empirique. Et en fait, le plus important pour moi en tout cas, c'est de passer de la donnée brute à la connaissance à travers différents éléments. Et donc supprimer ce facteur chance, on se dit, ah, peut-être que là, il y a moyen que je trouve une solution à mon problème. En fait, l'idée, c'est que quand vous recevez des données brutes, macro, Excel simple, matrice, etc., l'idée, c'est d'abord de bien configurer vos outils. Il faut que vous sachiez faire une macro, il faut que vous sachiez, ou en tout cas essayer de comprendre le langage R, le langage des statistiques également. Ce que les SEO adorent faire, et ceux qui font de la data analyse également, c'est de faire de l'A/B testing. Ça, bien évidemment, vous avez des grands outils, et oui, j'allais dire, Dan, tu en fais pas mal, hein, et notamment du marketing comportemental, mais c'est bien que tu me fasses un signe parce que ça me permet de me remettre dans le truc. Bien évidemment, vous devez faire de l'A/B testing. Ça veut dire que vous ne devez pas vous limiter à des résultats d'un seul biais.
Vous devez également faire de la recherche et de la veille sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la data et des statistiques. Vous devez absolument, et je vais en reparler après, segmenter sur Google Analytics. Pour moi, vous ne pouvez pas passer de la data à la connaissance sans faire de la segmentation. Ça, ce n'est pas possible. Et évidemment, vous faites de l'analyse et tout ça vous amène de la donnée brute à la connaissance et donc à la stratégie. Alors bien évidemment, vous pourriez vous limiter sur Google Analytics à ce truc absolument infâme qu'ils appellent parcours utilisateur avec du vert, du orange, alors là, c'est les couleurs qui ne vont pas du tout ensemble, mais bon bref. Mais l'idée, c'est que vous construisiez votre propre chemin, votre propre parcours utilisateur via les données de Google Analytics. Et la première question qu'on doit se poser, c'est quel est le comportement de mon utilisateur selon sa source d'acquisition? Comment il navigue? Il ne va pas naviguer de la même manière venant du SEO que du SEA que des réseaux sociaux. Et vous ne pouvez pas non plus limiter l'idée de l'intention de la recherche à seulement au SEO. Quelqu'un qui visite via les réseaux sociaux, il a aussi une intention derrière. Il n'y a pas que en SEO qui a une intention, sur les autres canaux d'acquisition également. Vous regardez quelle page, et j'allais même pouvoir le mettre au pluriel, quelle page a le plus fort taux de rebond et le plus fort taux de sortie. Troisième question très importante, c'est est-ce que mon utilisateur loupe sur le site? C'est-à-dire, est-ce qu'il revient toujours sur les mêmes pages? C'est-à-dire qu'il n'arrive jamais à la conversion. Et en fait, ça, c'est un peu le problème qu'on a vu poindre, même si je suis un adepte, c'est un peu le problème qu'on a vu poindre sur les cocons sémantiques. C'est-à-dire qu'en fait, on passe de page fille en page mère, en page sœur, etc. Et en fait, on loupe assez facilement. Donc, looping, hein, vous restez sur les mêmes catégories. Et en fait, on arrive peu souvent sur la conversion, sauf si vous avez pensé l'ergonomie de votre page en amont, que vous avez travaillé l'UX de votre page et que vous avez mis les CTA aux bons endroits. Comme il y a marqué là le CTA ici, merci Sébastien. Est-ce qu'il se repère facilement dans le tunnel de conversion? Bien évidemment, quand vous avez un bon tunnel de conversion, clair, facile, que l'ajout au panier est simple, ça change tout. Donc là, si vous voulez, ces trois questions, elles mènent à un chemin, à un parcours utilisateur très simple, mais que vous construisez en plus de ce que vous propose Google Analytics nativement. Bien évidemment, vous devez upgrader vos datas parce qu'en fonction des connaissances issues de l'analyse que vous avez fait en amont, pour moi, clairement, si aujourd'hui vous voulez passer de la data à la connaissance, vous devez clairement utiliser un outil de carte de chaleur, type Hotjar, type Yandex Metrica, pour ceux qui connaissent hein, l'outil du moteur de recherche russe. Et en fonction des résultats de votre carte de chaleur, alors je rappelle qu'une carte de chaleur va vous donner des indications sur les endroits des pages où les gens cliquent le plus, sur des éléments sur la profondeur du scroll, etc. Et en fonction des résultats de la heatmap, l'idée, c'est de retaper l'UX des pages, ce que j'appelle moi low UX defined, c'est-à-dire des pages dont l'ergonomie, dont l'expérience utilisateur est mauvaise ou est faible. Je ne veux pas aujourd'hui faire du bullshit et vous dire, allez, on va se faire une conférence sur le SXO, Et Dieu sait que j'ai été le premier à en parler du SXO, donc je m'auto-flagelle aujourd'hui, clairement. Mais je préfère associer l'UX et le SEO et non pas faire un hybride qui potentiellement aujourd'hui n'a peut-être pas viscéralement de fondamentaux qui se dégagent. Donc l'idée c'est de retaper l'UX des pages low UX define, c'est-à-dire là vous avez un mauvais CTA, vous avez mis une mauvaise couleur de bouton, ou vous avez mis un contenu qui est peut-être pas celui qui est recherché par l'utilisateur. Vous repensez le tunnel de conversion, ça c'est évident, parce que pour convertir, l'idée c'est que les utilisateurs ne se perdent pas dans votre tunnel de conversion, ou alors vous faites les deux, et parfois vous pouvez opter pour une refonte complète. C'est ce qui est arrivé à quelques sites e-commerce dont je m'occupe, où ils ont carrément décidé de refondre le site de A à Z et de faire appel à des agences SEO et UX. Alors là, je vais vous faire une étude de cas sur de la data. Je ne sais pas qui, je pense que tout le monde s'occupe de sites internet, je ne sais pas si vous êtes des annonceurs ou en agence, mais est-ce que vous connaissez vraiment bien vos cibles? Moi, je suis assez partisan de construire des search ou moi j'appelle des searcher persona. Alors ça veut dire quoi? Je ne vais pas réinventer la roue, mais les searcher persona, c'est simplement que je vais créer un persona UX design, c'est-à-dire une cible, Madame Michu, 35 ans, CSP+, qui aime se balader le dimanche, etc. Mais je vais y rajouter une dimension search que je vais analyser en amont sur Search Console et sur tous les outils d'analyse sémantique, etc. que vous avez aujourd'hui. Donc le searcher persona, je ne réinvente vraiment pas la roue, c'est simplement un persona avec un élément complétif, un élément qui corrobore ce que je cherche sur l'UX des personas. C'est un élément search. Donc d'abord, vous devez créer un persona. C'est désormais essentiel, hein. J'espère que vous avez tous en tête ce qu'est un persona, sinon je vais vous l'expliquer juste après. Vous devez challenger vos personas. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le persona, à la base, c'est hyper subjectif.
Vous allez voir dans l'étude de cas après, les personnes qui s'occupaient du site dont je vais vous parler avaient un réel ressenti par rapport à l'offre qu'ils proposaient. Mais en fait, on a tapé complètement à côté du persona de base. Donc vraiment, il faut que vous challengiez votre persona avec des données objectives. Ça, c'est hyper important. Vous ne pouvez pas faire un persona sans les croiser avec des données de trafic. Bien évidemment, pour assurer une corrélation correcte entre persona et analytics, vous devez créer des segments. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus limiter une analyse de données avec les segments natifs de Google Analytics. Vous devez créer des segments, vous devez même les inventer. C'est extrêmement important parce que si vous vous limitez à organic traffic, paid traffic, paid search, etc., bah là, vous allez avoir quelque chose d'extrêmement macro et de pas du tout précis. L'idée, c'est d'aller dans une granularité extrêmement profonde, voire même limite en one-to-one. Et je vais vous l'expliquer pourquoi par rapport au persona. Et évidemment, je vous dis la dernière phrase, parce que c'est un peu ce que je vous dis là depuis le début de cette partie, vous n'avez peut-être pas le persona que vous imaginez. L'étude de cas, c'est une entreprise qui proposait une application et des sites internet avec des programmes de musculation à la maison, des programmes d'alimentation, etc. Et leur cible, selon eux, le cœur de cible, c'était l'homme de plus de 35 ans qui était donc ce qu'on appelle du périurbain, c'est-à-dire qu'il vivait à l'écart des métropoles dans des pavillons, hein, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le périurbain, et qui naviguait sur tablette. Alors, là, déjà, on a, si vous regardez, 57% pardon, entre 18 et 34 ans. Donc déjà, le plus de 35 ans, allez, merci, bonsoir. C'est une petite majorité, mais c'est une majorité quand même, c'est toujours le 50% plus une voix. C'est des femmes, à 51%, et pas des hommes. Là, c'est ce que nous propose, pas nativement d'ailleurs, parce qu'il faut plugger Google Analytics, mais on va dire qu'elle regarde des sites comme Amazon, comme Allociné, comme Marmiton, etc. Enfin, je caricature, mais c'est un petit peu ce que nous propose là Google Analytics dans les fameux catégories ou sites secteurs d'affinité, comme ils appellent ça. Après, c'est de l'empirisme ici pour moi, sur Google Analytics, mais ça donne une indication. Et surtout, on voit qu'ils sont plutôt dans les grandes villes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, pour tour méditerranéen. J'ai l'impression de faire Elvin Delia, je suis désolé, mais et surtout Paris. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans le périurbain dans ces villes. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont plutôt dans les métropoles. Parce qu'en fait, le périurbain, ici dans Google Analytics, alors je ne sais pas si voilà, vous pouvez le voir par les petits points ici, qui en fait désignent les petites villes à côté des grandes métropoles. Donc, il y a un peu de périurbain, mais il y a surtout des gens qui naviguent dans les grandes villes. Alors, on disait, ils naviguent sur tablette, c'est sûr, ils mettent la tablette devant quand ils sont en train de faire les exercices de muscu. Tablette 2%, mobile 68%. Au départ, le cœur de cible, c'était l'homme de plus de 35 ans en périurbain qui naviguait sur tablette. Au final, on se retrouve... Alors, je vous ai fait un persona extrêmement rapide. Normalement, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je vous l'ai fait synthétique. En gros, c'est Lucie qui a 27 ans, qui est une femme qui vit à Toulouse, qui aime le ciné, le shopping en ligne, etc., et qui navigue sur mobile. Donc, en vrai, ils n'étaient pas du tout sur le même persona qu'au départ. Et pour compléter ce persona-là, bien évidemment, vous allez sur Search Console, vous allez aller sur des outils d'aide à la sémantique, d'analyse sémantique pour compléter ça et créer votre search persona. Parce que l'intention de Lucie, elle est complètement différente de l'intention du mec qui navigue selon eux sur tablette et qui a plus de 35 ans. Et donc, les conséquences stratégiques de cette refonte de persona, c'est qu'on a réorienté les contenus de programmes de musculation. On a refondu une partie de l'UX mobile qui n'était pas très bonne, avec un taux de rebond à la base à 75,9% et à la fin, environ 6 mois après, à 46,3%. Et on a surtout réorienté les contenus des articles de blog. Alors, je vais être très caricatural et je m'en excuse par avance, mais on a réorienté les articles de blog pour summer body, travailler ses fessiers, etc. Alors, bien évidemment, c'était en fonction de l'intention de recherche, je précise tout de suite. Et c'est un site de musculation. Et on savait, pour le coup, après avoir fait des tests utilisateurs offline, que les volontés de musculation ou les exercices de musculation n'étaient pas les mêmes pour les femmes que pour les hommes. Donc, on a réorienté le contenu des articles de blog. On va arriver au cœur de la présentation, qui est le visiteur utile. Donc, c'est un concept que j'ai lancé en 2015-2016 et j'avais fait pas mal de conférences là-dessus. En fait, mon postulat, il est simple. On ne peut plus séparer sur Google Analytics les gens qui viennent sur votre site et les gens qui transforment. C'est plus possible. Vous devez aller dans une granularité plus profonde. Vous devez séparer les gens qui sont intéressés par votre contenu, qui viennent parce qu'ils ont une intention de recherche
et qui viennent potentiellement pour ajouter des produits au panier, et ceux qui ne sont même pas intéressés par votre contenu. Et ceux-là, donc ce que j'appelle les visiteurs néophytes, il faut les transformer en visiteurs utiles. Plus votre taux de visiteurs utiles sur votre site est élevé, plus ça veut dire que votre contenu est intéressant et que vous allez potentiellement transformer. Bien évidemment, avant d'étudier le visiteur utile, son parcours, sa rétention, son taux de transformation, vous avez quelques prérequis. Je reparle rapidement un petit peu de ce dont j'ai parlé avant. Vous devez avoir un persona déterminé, correct et précis. Vous devez avoir créé des segments. Je rappelle, ne vous basez pas que sur les segments natifs. Vous devez connaître le parcours utilisateur selon les 4 étapes dont je vous ai parlé avant. Et vous devez mesurer avec précision les pages avec un très fort taux de rebond et un taux de sortie. Je rappelle que le taux de rebond et le taux de sortie, ce n'est pas la même chose. Et qu'évidemment, si vous avez des pages à fort taux de rebond et à fort taux de sortie, c'est qu'il y a potentiellement un problème d'intérêt de la part de votre contenu et par rapport à vos utilisateurs. Pour moi, c'est ça, le visiteur utile. C'est celui ou celle qui navigue plus de 120 secondes et qui regarde plus de 2 pages sur votre site. En dessous, et surtout si en dessous, le segment en dessous des visiteurs néophytes a un taux de rebond élevé, ça veut dire qu'en fait, il n'est pas intéressé par votre contenu. Donc pour moi, la base de la base, l'indicateur primaire déterminant le visiteur utile, c'est plus de 120 secondes sur votre site et plus de 2 pages vues. L'indicateur secondaire du visiteur utile, c'est-à-dire que vous pouvez créer un segment, j'allais dire, en double étage. Vous pouvez créer le premier segment du visiteur utile classique et vous pouvez également créer un visiteur utile avec ajout au panier. Et ça, c'est l'indicateur secondaire. Pourquoi je dis l'ajout au panier et non la transformation? C'est parce qu'on est face aujourd'hui à un comportement de l'utilisateur qui est complètement différent d'il y a encore 5-6 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un vrai phénomène de wishlist. Je le vois sur pas mal de sites e-commerce dont je m'occupe. Les gens viennent, ajoutent au panier. Alors, on a soit un taux de panier abandonné qui est affolant, soit on a vraiment un phénomène de wishlist, c'est-à-dire que les gens s'en vont. Et le jour où ils ont, alors après conjoncture du portefeuille, du salaire, etc., qui tombe, après ils reviennent sur le site et ils achètent. C'est pour ça que je suis pas fan de mettre en indicateur secondaire la transformation. Je suis plutôt fan de me dire, tiens, il est intéressé parce qu'il reste plus de 120 secondes et qui regarde plus de 2 pages, et en plus, il ajoute au panier. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur un intérêt certain pour l'offre, pour le contenu, pour l'ergonomie de notre site, etc. Donc ça, c'est ce qui détermine aujourd'hui le visiteur utile. Premier exemple, sur le site de musculation dont je vous parlais. Alors bien évidemment, vous voyez que le visiteur utile, il descend au fur et à mesure de l'année. Bien évidemment, c'est la fameuse notion des bonnes résolutions, puisque quand vous allez sur un site de muscu et que vous prenez un abonnement, que ce soit même dans une salle de sport offline, vous commencez avec vos bonnes résolutions en janvier, vous avez envie de vous muscler, etc., etc. Et puis au fur et à mesure de l'année, vous avez clairement plus envie parce qu'il y a la chandeleur avec les crêpes, parce qu'il y a tout ça, tout ça, tout ça. Donc, bien évidemment, il y a une conjoncture aussi sociétale qu'il faut prendre en compte. Mais vous voyez que sur ce site, on n'a pas du tout changé l'ergonomie. Alors, c'était en 2020, on n'a pas changé l'ergonomie, etc. On l'a changé qu'en 2021. Et donc, vous voyez que le taux de visiteurs utiles, le nombre de visiteurs utiles descend au fur et à mesure de l'année. Deuxième exemple, et là, sur un site qui parle de tatouage. Première refonte ici, des pages localisées, c'est-à-dire des pages où se situent les salons de tatouage. Donc, on a une augmentation du visiteur utile. Deuxième refonte UX, qui est là une refonte beaucoup plus globale, puisqu'on a sorti le nouveau site à ce moment-là. On a complètement refondu les contenus, on a complètement refondu l'identité graphique, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus chic, de beaucoup plus sobre. Et on a créé, par exemple, toutes les fiches des tatoueurs, des perceurs, etc., dans tous les salons. On a fait une véritable biographie de chacune et chacun des perceurs et des tatoueurs. On a augmenté drastiquement les contenus et on a fait des tests utilisateurs pour voir si l'UX qu'on proposait dans les maquettes était la bonne. Et là, vous voyez que le nombre de visiteurs utiles a drastiquement grimpé. En fait, le concept du visiteur utile vous permet de vous extraire d'une vision beaucoup trop macro qu'on peut avoir dans les data. Je le répète, je ne peux plus personnellement, moi, me limiter à une analyse de il y en a qui viennent, enfin, il y en a qui viennent, il y en a qui partent, et il y en a qui achètent. Il faut être beaucoup plus précis que cela. Et donc, le concept de visiteur utile, il permet de répondre à plusieurs questions fondamentales. Déjà, pourquoi il y a des utilisateurs qui restent et les autres ne restent pas. Et bien évidemment, l'idée, je reviens juste, excusez-moi, je reviens juste là. Là, ici, par exemple, sur ce site, on a 16% de visiteurs utiles.
ce qui est pas mal. Il y a des sites e-commerce aujourd'hui où j'ai 4% de visiteurs utiles. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai 96% de mes utilisateurs, alors certes, qui n'ont pas un taux de rebond mirifique, hein, mais qui restent sur la page d'accueil et puis merci, bonsoir, je m'en vais et tu ne m'as pas intéressé. Et ce qui est encore plus intéressant à observer, vous pouvez rajouter une dimension aux visiteurs utiles, c'est de rajouter visiteurs utiles venant du SEO. Parce que là, vous êtes en plein dans le questionnement sur l'intention. J'ai tapé une requête, je vais regarder mes requêtes, alors je ne parle pas du Not Provided de Google Analytics, hein, mais je vais regarder les requêtes en tout cas qui sont tapées sur la Search Console. Là, j'ai 3% de visiteurs utiles SEO. Je vois que tous les utilisateurs partent quand ils arrivent sur mes landing pages SEO. Il y a un truc qui déconne là. Il y a un truc qui déconne, c'est-à-dire que mon contenu, il n'est pas en adéquation avec ce que recherchent les utilisateurs. En plus, ils ne restent pas sur le site, ils restent sur les mêmes pages, ils restent sur la landing page, ils regardent, ils s'en vont. Il y a un souci. Donc, vous pouvez bien évidemment ajouter une dimension à votre segment en rajoutant, donc, venant du trafic organique. Et ça, c'est très important à comprendre parce que ça rentre en plein dans l'étude de l'intention et vous allez le voir tout au long de la journée. Je pense que mes camarades vont en reparler, mais l'intention transactionnelle, informationnelle, elle commence là. Elle commence à l'analyse de est-ce que mes visiteurs restent sur mes landing pages SEO et est-ce qu'ils deviennent des visiteurs utiles et est-ce que potentiellement même en venant du SEO, ils transforment. Donc la question qui est sous-tendue, dois-je améliorer mes contenus et mon UX? Alors je rappelle, je ne vais pas parler de SXO, mais par contre, si vous pouvez vous rapprocher d'agences UX qui font des tests utilisateurs, des focus group, des belles wireframes, etc., faites-le en tant que SEO, clairement. L'autre question qui est sous-tendue, c'est comment transformer les visiteurs néophytes en visiteurs utiles? Eh ben, je vais refondre mes contenus. J'utilise deux outils que j'utilise beaucoup. Alors, je suis désolé, je vais faire la pub, mais j'utilise beaucoup Your Text Guru et SEO Quantum. Et alors là, si vous utilisez les deux, vous allez complètement être dans la deuxième question, qui est comment je vais faire pour transformer mes visiteurs néophytes qui ne restent pas en visiteurs utiles. Bah, peut-être que je vais essayer de un peu plus coller à leur intention et à la sémantique qui est recherchée sur ma thématique. Ça, c'est très important. Quel est le taux de transformation de mes visiteurs utiles? Ça, c'est important aussi de savoir clairement à combien ils transforment. Sur 100 visiteurs utiles, il y en a combien qui vont ajouter au panier et qui vont transformer derrière. Et quelles sont les pages les plus vues par mes visiteurs utiles? Ça aussi, c'est très important, puisque là, vous allez pouvoir faire un comparatif entre les pages qui sont vues par mes visiteurs utiles, où ils restent longtemps, où ils naviguent longtemps, et celles où ils naviguent moins longtemps, où ils sortent un peu plus. Et là, vous pouvez vous dire, tiens, sur ces pages-là, j'ai peut-être fait un contenu qui touche juste par rapport à l'intention de mes utilisateurs. Bien évidemment, je veux parler du SEO, et on est au SEO Campus, donc je vais quand même parler du SEO. Bien évidemment, un SEO optimisé, c'est un taux de visiteurs utiles amélioré. Le concept de visiteur utile croise celui de l'intention de recherche, c'est ce que je vous ai dit auparavant. Et j'utilise donc deux outils, Your Text Guru et SEO Quantum, qui sont deux outils nécessaires pour corréler les analyses des visiteurs utiles. Alors d'abord, c'est très simple. Vous avez vos pages sur Analytics, vous avez mis votre segment visiteur utile, et vous allez regarder dans le comportement utilisateur quelles sont les pages les plus vues, et les plus lues même, je dirais, donc en termes de durée de visite sur la page. Vous allez extraire le contenu de ces pages, qui ont une forte efficacité auprès des visiteurs utiles, et vous allez les tester dans SEO Quantum et dans Your Text Guru. Et vous allez voir à peu près ce qui vous sort comme score. Et là, vous allez vous dire, tiens, là, j'ai un bon score, le contenu, il est bien fait, et j'ai d'autres pages sur mon site où les visiteurs utiles se cassent au bout alors, au-dessus de 120 secondes pour tout le site, mais ils s'en vont, il y a un taux de sortie très élevé. Donc, j'ai peut-être à refondre un petit peu le contenu sur ces pages-là. Et quand je parle de refonte, je vais parler de décalage sémantique. Alors, ce n'est pas un concept que j'ai inventé là, loin de là, mais c'est une idée que j'ai eue. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être des pages où je suis en complet décalage sémantique par rapport à ce que veulent mes utilisateurs sur la thématique. Peut-être qu'en fait, j'ai fait des contenus qui ne plaisent pas ou qui ne plaisent plus aux utilisateurs, et je suis en complet décalage avec l'intention de mon utilisateur et l'intention de la requête. Et ça, c'est pareil, vous allez regarder les pages qui ont un taux de rebond très élevé, 60% uniquement via les visiteurs utiles. Vous allez prendre ces pages qui ont des taux de rebond très élevés avec le segment visiteurs utiles, et vous allez pareil les étudier dans SEO Quantum et Your Text Guru, et vous allez voir comment vous pouvez les améliorer. Et là, pour le coup, vous allez voir que votre taux de visiteurs utiles sur votre site va drastiquement augmenter. Donc, j'ai étudié 77 sites pour cette conférence.
Le taux moyen de visiteurs utiles sur les 77 sites étudiés qui se partagent en 40% e-commerce, 30% médias et 30% vitrines est d'à peu près 23%. Donc vous voyez qu'il y a quand même encore 77% de visiteurs néophytes qui n'ont pas accroché à l'idée, qui n'ont pas accroché au contenu et qui n'ont pas accroché potentiellement à l'UX design du site. Par contre, quand on a fait une refonte des contenus sur les pages concernées, plus une refonte de l'UX qui avait été engagée, avec des tests utilisateurs parfois, pour voir comment naviguer 10 utilisateurs sur le site, et là où il fallait refondre l'UX design. Eh ben, on a eu une augmentation de 27% des visiteurs utiles sur ces sites-là. Refonte de contenu plus refonte UX sur les pages où ça déconne, on a eu une augmentation de 27% des visiteurs utiles. « 32%, c'est l'augmentation du taux de conversion des visiteurs utiles quand on a refondu les contenus. Et quand on a fait une refonte UX, c'est notamment la refonte du tunnel de conversion. Je vous en ai parlé auparavant, le tunnel de conversion, il fait partie du parcours de l'utilisateur. Et donc, on a engagé une refonte UX du tunnel de conversion et on a changé les contenus sur les landing pages SEO avec bien évidemment un travail de l'UX sur les CTA, sur j'allais dire la transformation, l'amélioration de la transformation. Et on a eu plus 32% du taux de conversion, du taux de transformation des visiteurs utiles. Et le chiffre le plus important dont je vous ai parlé avant, qui sous-tendait donc les questions qu'on pouvait se poser sur le visiteur utile, ben en fait, on a fait plus 60%. On a capté visiteur néophyte qui se transforme en visiteur utile, plus 60%. Alors, bien évidemment, ça fait beaucoup à refondre sur un site. Je pense que vous êtes toutes et tous SEO ici. Je ne sais pas s'il y a des UX designers. Mais bien évidemment, ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ce visiteur utile, c'est qu'il croise vraiment le travail d'intention de recherche que l'on fait aujourd'hui en SEO. Vous ne pouvez pas limiter le travail SEO de l'intention de recherche à une réflexion par rapport au ranking, par rapport au positionnement. C'est bien plus que ça. C'est vraiment un travail de « je cherche à ce que l'utilisateur soit complètement intéressé par le contenu que je lui propose ». Et donc, vous ne pouvez plus juste vous dire que je fais du contenu et je fais du maillage interne et je fais du cocon sémantique pour ranker. Alors ça, c'est une lapalissade, hein, comme on dit souvent. Mais je fais ça pour améliorer durablement mon taux de transformation de mes visiteurs SEO. Ouais, ben je suis à la fin. Et donc, il faut que vous vous plongiez clairement aujourd'hui à travers les différentes étapes et les différents segments que je vous ai montrés dans l'analyse du visiteur utile et donc sortir de l'analyse beaucoup plus macroscopique en vue très macro de tiens, il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas, il y en a qui viennent et qui n'achètent pas, il y en a qui viennent et qui achètent. Ça permet de mieux comprendre l'existant pour améliorer durablement vos stratégies. Le visiteur utile, au moment où vous allez l'utiliser, au moment où vous allez l'étudier, vous allez voir que ça va vous ouvrir beaucoup plus de portes dans les propositions stratégiques que vous allez faire par rapport au site. Vous allez découvrir des nouveaux leviers d'amélioration du taux de transformation. Bien évidemment, l'amélioration durable des contenus grâce aux outils que je vous ai mentionnés auparavant et l'amélioration durable du taux de transformation et de la satisfaction que retirent les internautes de la navigation sur votre site grâce à une refonte du UX design. Et bien sûr, donc je le dis, hein, pour faire un lien avec ça, un focus sur l'UX design et la rédaction des contenus, je pense qu'il est fondamental, c'est qu'on ne doit pas parler de SXO. Par contre, les gens qui doivent travailler ensemble, c'est les agences de rédaction web ou les rédactrices, rédacteurs web indépendants et les UX designers. Parce que ça, c'est fondamental. Ces deux entités-là doivent travailler ensemble. On ne peut pas les séparer. C'est-à-dire que le contenu, bien que vous connaissez mieux que moi, hein, les SEO qui arrivent sur les wireframes et qui disent à l'UX designer ou à lui, bah, tiens, tu vas me dégager les 3 images parce que moi, j'ai besoin de mettre 400 mots pour Google. Ben, en fait, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est de faire travailler ensemble les agences du UX design qui font les wireframes, les squelettes de pages, et les agences de rédaction web pour qu'elles couplent vraiment leur travail. Et donc, tout cela pour correspondre à l'intention de recherche et l'augmentation du taux de visiteurs utiles sur votre site. Question pour gagner le mug. Quels facteurs faut-il supprimer pour pouvoir comprendre au mieux l'analyse de vos données? Ah, c'est jeudi matin. Ah, je l'ai dit au début. C'est quoi qu'on supprime comme facteur? Ouais, facteur chance. Très bien.
Premier mug de gagné de la matinée. Bravo, oui, bravo. Merci. Ah ben, il y avait aussi un gif de Bernie Sanders, je suis désolé. Merci beaucoup. C'était donc cette conférence sur le visiteur utile. Merci de votre attention. Merci Thomas, c'était super intéressant. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair pour vous? Ouais. Oui. Cool. Est-ce que c'était Pas de questions? Utile. Ouais, c'était utile, merci. Oui. Merci pour le... Je me le garderai pour la prochaine conf. Ouais, je sais pas si c'est une question débile, mais Non, il n'y a pas de question débile. tu pourrais nous montrer un exemple de segment? Oui, bah alors le segment. Alors est-ce que j'ai pas Analytics, mais je peux vous l'envoyer si vous voulez. Je peux vous envoyer même la liste des segments des visiteurs utiles, si vous voulez. Et la liste des segments que j'ai créés et qui ne sont pas natifs sur Google Analytics. On peut se voir après, j'allais dire, pour changer avec l'adresse mail, etc. Mais oui, je vous enverrai effectivement tous les segments que j'ai créés. Alors bien évidemment, soyons très transparents, il y a aussi des segments que je suis allé prendre dans la bibliothèque Analytics. Je vais pas inventer tous les segments Analytics, loin de là, mais je vais aller prendre aussi des segments qui sont travaillés par des auteurs et qui le mettent dans la bibliothèque Analytics et qui vont plus loin que les segments natifs qu'on a aujourd'hui. Une autre question? Non? J'avais une petite question par rapport aux régions. Ouais. Tu as montré la répartition des régions, en fait. Et est-ce que, logiquement, Paris est gros, ouais. Mais est-ce que tu as comparé par rapport à la population des régions Oui. Alors, je compare, et notamment, alors il y a un petit tip que je donne souvent en conférence par rapport à ça, c'est d'aller voir de comparer vos données analytics quand il s'agit de la sociodémographie avec l'INSEE et l'open data de l'INSEE. Alors, bien évidemment, dans les grandes villes, on navigue plus, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus de gens. Mais l'idée, c'est de corréler ça aux données INSEE et de se dire, tiens, là où, par exemple, Bordeaux, je vais prendre une ville au hasard, Bordeaux qui a 300 000 habitants intramuros, on sait que, par exemple, sur le site là, il y a à peu près eu, sur un an, 15 000 visites. Voilà. Alors, bien évidemment, c'est une grande ville. Par contre, là où je te contredis, mais je complète ma réponse, il y a certains sites, e-commerce, vitrines, etc., où on voit clairement que le rond dans les grandes villes est beaucoup moins élevé et qu'en fait, la répartition dans les petits ronds, au centre de la France, etc., est beaucoup plus grand. Donc en vrai, on ne peut pas dire, je dis toujours que c'est là pour le coup, en plus Google Analytics le reconnaît bien volontiers que c'est de l'empirisme, puisqu'il ne va pas dire exactement Madame Michu là à visiter, ou en tout cas Madame Michu à ce moment-là, dans cette ville-là, à ce truc-là à visiter, mais la plupart du temps, ça corrobore ce qu'on voit sur l'INSEE, en tout cas. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant les stats? C'est bon pour vous? Merci beaucoup de votre attention et bonne journée au SEO Campus.